Hop, je vérifie bien. Oui, la notif Twitch est partie. C'est tout bien, c'est tout loin, c'est tout bon. Voilà. Hop, sans plus attendre, donc, notre cher Lovecraft, il est là. Hop. Voilà, et voilà, ce que je kiffe aussi, c'est juste de pouvoir prendre le bouquin derrière moi directement. Hop. Ça donne un petit cachet, tu vois, l'ambiance globale. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture de la suite du recueil de l'Appel de Cthulhu qu'on avait commencé. On en était à la nouvelle suivante, Les rats dans les murs. Un chapitre d'à peu près 40 pages, chapitre assez long. J'avais essayé de le lire une fois en off pour préparer un peu la lecture, pour voir si c'était du vocabulaire un peu compliqué, mais, j'avais abandonné en cours de route. Voilà ce que j'ai oublié. J'ai oublié de prendre de l'eau. Parce que bon, on est là ensemble pour un moment, il faut quand même s'hydrater. Donc, ce que je vous propose, c'est que je pose le bouquin sur le pupitre. Je vous laisse quand même regarder cette magnifique couverture de la collection euh, des Maîtres du Fantastique. Ce n'est pas sponsorisé, mais RBA, si vous passez par là, je suis ouvert à toute collaboration, sachez-le, puisque je mets déjà vos collections en avant dans ma bibliothèque et sur mes lives, alors n'hésitez pas à me proposer une collab, ça aidera à lancer les projets, le créatorium, les bois perdus. Je reviens donc dans une petite minute avec de l'eau. Et comme je suis sympa, je vous ai pris avec moi parce que vous êtes toujours sur le micro-cravate. Vous n'avez pas le visuel, vous avez le son. Allez, remplis-toi plus vite. Ça va le faire. C'est bien. Ouf! Ça a un peu débordé sur mon pied. Voilà. On s'essuie un peu les mains. Je ne veux pas faire la mise à jour de l'imprimante. Non, merci. Merci bien. Donc, rebonjour Twitch. Et surtout, bonjour YouTube. Voilà, on va pouvoir commencer sérieusement. Bonjour Twitch, bonjour YouTube. Bienvenue dans les lectures du samedi. Donc, aujourd'hui, nous allons reprendre le recueil L'Appel de Cthulhu avec les rats dans les murs. Hop. Dernier petit visuel sur la couverture qui est magnifique. Je le répète, les couvertures de cette collection sont magnifiques. Et c'est que le premier que je lis avec vous. Hein. Et après, il y a encore tout ça à bouquiner. On a du contenu ensemble qui va venir. C'est moi qui vous le dis. Les rats dans les murs. Le 16 juillet 1923, je m'installais au prieuré d'Exam quand le dernier ouvrier eut terminé son travail. La restauration avait été une tâche formidable, car il restait peu de choses de l'édifice abandonné, sinon une ruine, telle qu'une coquille vide. Mais parce qu'il avait été la résidence de mes ancêtres, je ne regardais pas à la dépense. L'endroit était inhabité depuis le règne de Jacques Ier, lorsqu'une tragédie d'un caractère profondément odieux, bien qu'en grande partie inexpliquée, s'abattit sur le maître. 5 de ses enfants et plusieurs domestiques, et contraignit l'exil. Sur le maître, 5 de ses enfants et plusieurs domestiques, et contraignit l'exil dans une aura de soupçons et de terreur, le troisième fils, mon ancêtre en ligne directe et seul survivant de la famille abhorrée. Cet unique héritier, ayant été accusé du meurtre, le domaine était revenu à la couronne, et le coupable présumé
n'avait fait aucune tentative pour se disculper ou recouvrer ses biens, ébranlé par une horreur plus grande que celle de la conscience ou de la loi, et poussé par le seul impérieux désir d'arracher de sa vue comme de sa mémoire la demeure ancestrale. Walter de la Pore, 11e baron d'Hexham, s'enfuit en Virginie où il fonda la famille qui, au siècle suivant, prit le nom de la Pore. Le prieuré d'Hexham était resté vacant, bien qu'attribué plus tard à la famille Norris et très étudié en raison de son architecture curieusement composite, une architecture qui comportait des tours gothiques reposant sur une infrastructure saxonne ou romane dont les fondations, à leur tour, appartenaient à un ordre ou un mélange d'ordres, plus antique encore, romain, et même druidique ou gallois, à en croire la légende. Ces fondations étaient très singulières, car elles se perdaient d'un côté dans le calcaire massif du précipice au bord duquel le prieuré dominait une vallée désolée. À 3 miles à l'ouest du village d'Ancaster, architectes et archéologues se plaisaient à examiner cette étrange relique des siècles oubliés. Mais les campagnards la détestaient. Ils l'avaient détestée des centaines d'années auparavant, quand mes ancêtres y habitaient, et la détestaient maintenant, sans la mousse et les moisissures de l'abandon. Je n'avais pas vécu à Ancaster depuis un jour entier, que je me savais déjà issu d'une lignée maudite. Cette semaine, les ouvriers ont fait sauter le prieuré d'Hexham et s'emploient à faire disparaître les traces de ses fondations. Les données purement statistiques de ma généalogie m'étaient connues depuis toujours, ainsi que l'arrivée aux colonies de mon premier ancêtre américain, dans d'étranges circonstances. Néanmoins, j'ignorais complètement les détails, du fait des réticences systématiques constamment observées chez les de la Pore. À la différence de nos voisins planteurs, nous nous vantions rarement de nos aïeux, croisés ou d'autres héros du Moyen-Âge et de la Renaissance. Aucune tradition non plus n'était transmise, sauf ce qui pouvait être consigné dans l'enveloppe scellée qu'avant la guerre civile, tout chef de famille laissait à son fils aîné, à ouvrir après son décès. Nos sujets de gloire, avoués, dataient de l'émigration, ceux d'une lignée virginienne fière, honorable, plutôt réservée et distante. Pendant la guerre, nos biens furent anéantis et notre existence bouleversée par l'incendie de Carfax, notre domaine sur les rives de la James. Mon grand-père, très âgé, périt dans les flammes et, avec lui, l'enveloppe qui nous reliait tous à notre passé. Encore aujourd'hui, je me rappelle le sinistre, tel que je le vis alors. À l'âge de 7 ans, avec les vociférations de l'armée fédérale, les cris des femmes, les gémissements des nègres en prière, mon père se battait, défendant Richmond, et après beaucoup de formalités, nous pûmes, ma mère et moi, franchir les lignes pour rejoindre mon père. La guerre finie, nous gagnâmes le nord, d'où ma mère était originaire. J'atteignis l'âge d'homme, la maturité, et enfin la fortune avec le flegme d'un bon Yankee. Nous n'avons jamais su, ni mon père ni moi, ce que contenait notre enveloppe héréditaire. Et, me fondant dans la grisaille de la vie des affaires de Massachusetts, je perdis tout intérêt pour les mystères assurément enfouis aux racines de mon arbre généalogique. Si j'en avais soupçonné la nature, comme j'aurais de grand cœur laissé le prieuré d'Hexham à sa mousse, ses chauves-souris et ses toiles d'araignée. Mon père mourut en 1904, mais sans léguer aucun message, à moi ou à mon fils unique, Alfred, orphelin de mère, âgé de 10 ans. Ce fut cet enfant qui inversa l'ordre habituel des informations familiales, alors que je ne pouvais lui fournir que des suppositions plaisantes à propos du passé. Ces lettres m'apprirent de fort intéressantes légendes ancestrales quant à la dernière guerre,
quand la dernière guerre le conduisit en Angleterre en 1917, comme officier d'aviation. Les de Laport semblaient avoir eu une histoire étonnante, voire sinistre. Car un ami de mon fils, le capitaine Edward Norris, du Royal Flying Corps, qui habitait à Ancaster, près de notre demeure familiale, racontait certaines superstitions paysannes dont peu de romanciers auraient pu égaler le fantastique et l'invraisemblance. Norris lui-même, bien sûr, ne les prenait pas au sérieux, mais elles amusaient mon fils, qui y trouvait de bons sujets pour sa correspondance avec moi. Ce sont ces légendes qui attirèrent certainement mon attention sur mon héritage transatlantique, et me décidèrent à acheter et restaurer le domaine familial que Norris avait fait visiter à Alfred dans son pittoresque abandon, et qu'il offrait de lui procurer à un prix extrêmement raisonnable, car son oncle en était l'actuel propriétaire. J'acquis le prieuré d'Exham en 1918, mais je fus presque aussitôt détourné de mes projets de restauration par le retour de mon fils gravement mutilé. Pendant les 2 années qu'il vécut encore, je n'eus d'autre souci que de le soigner, ayant même confié à des associés la direction de mes entreprises. En 1921, je me retrouvais endeuillé et sans but, industriel retiré des affaires et plus très jeune. Alors, je résolus d'occuper la fin de mes jours à ma nouvelle propriété, à Ancaster, où je me rendis en décembre. Je fus reçu par le capitaine Norris, jeune homme aimable et grassouillet qui avait eu beaucoup d'estime pour mon fils, et m'apporta son aide en réunissant des plans et des anecdotes pour me guider dans la future restauration. Je vis sans émotion le prieuré lui-même, fouillis de ruines médiévales, couvertes de lichens et criblées de nids de corbeaux, dangereusement perchés au bord d'un précipice. Sans plancher ni autre structure intérieure, sauf les murs de pierre des tours indépendantes. Lorsque j'eus peu à peu reconstitué l'image de l'édifice tel qu'il avait été quand mes ancêtres l'avaient abandonné 3 siècles plus tôt, je commençai à embaucher des ouvriers pour la reconstruction. Je dus chaque fois aller au-delà des environs immédiats, car les villageois d'Ancaster éprouvaient à l'égard des lieux une haine et une crainte presque inconcevables. Ce sentiment était si fort qu'il se communiquait parfois aux travailleurs du dehors, entraînant de nombreuses désertions, et il semblait viser autant le prieuré que ses anciens occupants. Petite pause pour boire un peu. Voilà. Mon fils m'avait dit qu'on l'avait plus ou moins évité lors de ses visites, parce qu'il était un membre de la famille de Laport. Et je me vis moi-même frappé d'un ostracisme indéfinissable. Pour le même motif, tant que je n'eus pas convaincu les paysans que j'ignorais presque tout de mon héritage. Même alors, leur antipathie bourrue m'obligea à recueillir la plupart des traditions locales par l'intermédiaire de Norris, ce que les gens ne pouvaient pas me pardonner. C'était peut-être de venir restaurer un symbole qui leur faisait horreur, car, à tort ou à raison, ils voyaient dans le prieuré rien de moins qu'un repère de démons et de loups-garous. En rapprochant les récits recueillis par Norris des études de plusieurs érudits qui avaient examiné les ruines, je conclus que le prieuré d'Exham se trouvait à l'emplacement d'un temple préhistorique, construction druidique ou pré-druidique qui avait dû être contemporaine à Stonehenge. Il était probable qu'on y avait célébré des rites indescriptibles, et de fâcheuses histoires couraient sur le transfert de ces rites dans le culte de Cybèle introduit par les Romains. Des inscriptions encore lisibles dans la cave présentaient des lettres bien reconnaissables comme Div Obs Magna Mat, signe de Magna Mater, dont le culte sinistre avait été jadis vainement interdit aux citoyens romains. La 3e légion d'Auguste avait établi son camp à Ancaster, comme en témoignent de nombreux vestiges. Le temple de Cybèle, disait-on,
était splendide et fréquentée par une foule d'adorateurs qui célébraient des cérémonies innommables sous la direction d'un prêtre phrygien. Les récits ajoutent que la chute de la vieille religion ne mit pas fin aux orgies du temple, mais que les prêtres survécurent dans la foi nouvelle sans réellement avoir changé. On prétendait aussi que les rites n'avaient pas disparu avec la puissance romaine et que certains Saxons, ajoutant au reste du temple et lui donnant le plan général qu'il garda par la suite, en firent le centre d'un culte redouté dans la mémoire de l'Heptarchie. Vers 1000 avant Jésus-Christ, une chronique mentionne le lieu comme un important prieuré de pierre abritant un ordre monastique étrange et puissant, et ceint de vastes jardins qui n'avaient pas besoin de murs pour tenir à distance le peuple effrayé. Il ne fut jamais détruit par les Danois, mais après la conquête normande, il avait dû décliner considérablement, car il n'y eut aucune opposition lorsque Henri III accorda le domaine à mon ancêtre Gilbert de la Port, premier baron d'Exham en 1261. Jusqu'à cette date, aucun bruit malveillant ne courait sur ma famille. Mais il dut alors se produire quelques incidents bizarres. Une chronique fait état en 1307 d'un de la Port, maudit de Dieu, tandis que les légendes villageoises n'ont à rapporter que mal et peur et panique au sujet du château élevé sur les fondations du vieux temple et du prieuré. Les contes de veillée étaient les plus sinistres et les plus effrayants du fait de leurs sous-entendus inquiétants sur leurs troubles impressions. Ils représentaient mes ancêtres comme une race de démons héréditaires, auprès desquels Gilles de Retz et le marquis de Sade semblaient de malheureux débutants, insinuant à mots couverts qu'ils étaient responsables de telle ou telle disparition parmi les villageois depuis plusieurs générations. Les pires, apparemment, étaient les barons et leurs descendants directs. Du moins, c'est à leur sujet qu'on chuchotait le plus. Si un héritier révélait des tendances plus saines, disait-on, il mourrait jeune et mystérieusement pour faire place à un autre rejeton plus représentatif. On prétendait qu'un culte secret était célébré en famille, présidé par le maître de la maison, et parfois limité à certains membres. Culte manifestement fondé sur le tempérament plus que sur l'hérédité, car plusieurs y furent admis par alliance. Lady Margaret Trevor de Cornouailles, épouse de Godfrey, second fils du 5e baron, devint le croque-mitaine préféré des enfants de toute la contrée, et l'héroïne démoniaque d'une vieille ballade particulièrement horrible, toujours vivante près de la frontière galloise. Conservée aussi dans la chanson populaire, bien que sur un thème différent, se retrouve l'atroce histoire de Lady Marie de la Port, qui, peu après son mariage avec le comte de Shrewsfield, fut tuée par son mari et sa belle-mère. Les deux assassins furent absous et bénis par le prêtre, à qui ils se confessèrent de ce qu'ils n'osaient pas répéter à la face du monde. Ces mythes et ballades, si caractéristiques d'une grossière superstition, m'inspiraient une grande répulsion. Leur persistance et leur rapprochement avec une si longue lignée de mes ancêtres étaient particulièrement préoccupants, alors que les accusations de pratiques monstrueuses évoquaient fâcheusement le souvenir du seul scandale connu par mes ascendants immédiats, le cas de mon cousin, le jeune Randolph de la Port de Carfax, qui s'en alla chez les nègres et devint prêtre vaudou après son retour de la guerre du Mexique. J'étais beaucoup moins troublé par les rumeurs plus vagues de plaintes et hurlements dans la vallée stérile, balayée par le vent au pied de la falaise calcaire. Les puanteurs du cimetière, après les pluies de printemps,
la blanche température qui se débattait en criant, piétinée par le cheval de Sir John Clave, une nuit dans un champ solitaire. Et le domestique, devenu fou, après qu'il y avait vu au prieuré en plein jour. Autant de banales histoires de fantômes. Et j'étais à l'époque un sceptique déclaré. Les histoires des paysans disparus étaient plus difficiles à nier, bien que peu significatives étant donné les mœurs médiévales. Une curiosité trop vive entraînait la mort, et plus d'une tête coupée avait été exposée publiquement sur les bastions, aujourd'hui disparus, autour du prieuré d'Exham. Quelques-uns de ces récits, extrêmement pittoresques, me faisaient regretter de n'avoir pas, dans ma jeunesse, étudié davantage la mythologie comparée. Une croyance voulait, par exemple, qu'une légion de diables aux ailes de chauve-souris vint chaque nuit au prieuré mener un sabbat de sorcières. Peut-être leur appétit expliquait-il la surabondance de légumes vulgaires qu'on récoltait dans les vastes jardins. Plus frappant que tout, l'épopée dramatique des rats. L'armée galopante d'une immonde vermine avait surgi hors du château 3 mois après la tragédie qui le vouait à l'abandon. Armée maigre, ignoble, vorace, qui, balayant tout devant elle, avait dévoré volailles, chats, chiens, pourceaux, moutons et même 2 malheureux êtres humains, avant d'épuiser sa furie. Autour de cette mémorable horde de rongeurs gravite tout un cycle de mythes particuliers, car elle se répandit parmi les maisons du village, semant sur son passage la malédiction et l'horreur. Petite pause pour boire. Hop. Et déjà la page 98. Encore 20 pages. Et le chapitre sera fini. Telles étaient les traditions qui m'assaillirent, tandis que je poursuivais avec une obstination d'homme vieillissant la restauration de ma demeure ancestrale. Il ne faut pas croire un instant que ces légendes formaient l'essentiel de mon climat psychologique. J'étais sans cesse, d'autre part, applaudi et encouragé par le capitaine Norris et les archéologues qui m'entouraient pour me seconder. Quand tout fut terminé, plus de 2 ans après, je contemplais les vastes salles, les murs lambrissés, les plafonds voûtés, les fenêtres à meneaux et les larges escaliers avec un orgueil qui compensait amplement les dépenses prodigieuses que cela représentait. Chaque détail du Moyen Âge était habilement reproduit, et les parties neuves se mariaient parfaitement avec les murs et les fondations d'origine. La résidence de mes pères étant achevée, j'avais hâte de restaurer dans le pays la renommée de la lignée qui s'éteignait avec moi. J'allais m'y installer définitivement et prouver qu'un Delaport, car j'avais repris l'orthographe de la première, n'était pas fatalement un démon. Ma satisfaction grandissait peut-être à l'idée que, si le prieuré d'Exham restait purement médiéval, l'intérieur entièrement neuf était débarrassé de l'ancienne vermine et de tous les fantômes d'autrefois. Comme je l'ai déjà dit, j'emménageais le 16 juillet 1923. Ma maisonnée comprenait 7 domestiques et 9 chats, une espèce que j'affectionne particulièrement. Le plus âgé, Négrillon, 7 ans, était venu avec moi de ma maison de Bolton, Massachusetts. Les autres s'y étaient ajoutés alors que je vivais avec la famille du capitaine Norris pendant la restauration du prieuré. 5 jours durant, notre vie s'écoula dans le plus grand calme, et je passais presque tout mon temps à mettre de l'ordre dans les vieux documents familiaux. Je possédais maintenant des comptes rendus détaillés sur la tragédie finale et la fuite de Walter Delaport, qui devait, à mon sens, être l'objet des papiers héréditaires perdus dans l'incendie de Carfax. Mon ancêtre semblait être accusé, avec quelque raison, d'avoir tué dans leur sommeil tous les autres membres de sa maisonnée,
sauf 4 domestiques complices. 2 semaines environ après une découverte bouleversante qui avait modifié toute sa conduite, dont il n'avait fait, sinon allusivement, part à personne, excepté peut-être aux serviteurs qui l'aidèrent. Après quoi, il avait fui hors d'atteinte de la justice. Ce massacre délibéré d'un père, de 3 fils, de 3 frères et sœurs, fut pardonné de la plupart des villageois et traité par la loi avec tant de négligence que son auteur put gagner la Virginie avec honneur, sans dommage et sans déguisement. Le sentiment général, exprimé à mots couverts, étant qu'il avait purgé le pays d'une malédiction immémoriale. Quelle découverte avait déclenché un acte aussi terrible? J'avais peine même à l'imaginer. Walter de la Pore devait connaître depuis des années les bruits sinistres qui couraient sur sa famille. Ce n'est donc pas cette source qui lui aurait apporté une impulsion nouvelle. Avait-il donc été témoin de quelque chose épouvantable, comme un rite antique, ou surpris un symbole terrifiant et révélateur au prieuré ou à proximité? En Angleterre, il avait une réputation d'un jeune homme doux et timide. En Virginie, il ne paraissait ni dur ni amer, mais plutôt tourmenté et craintif. Dans le journal d'un autre gentilhomme aventureux, Francis Harley de Bellevue, il apparaît comme un homme exceptionnellement juste, honorable et délicat. Le 22 juillet se produisit le premier incident qui, jugé de peu d'importance sur le moment, prend une signification surnaturelle par rapport aux événements qui suivirent. Sa banalité le rendait presque négligeable, et on ne pouvait guère le remarquer, étant donné les circonstances. Il faut rappeler que je me trouvais dans le bâtiment pratiquement refait à neuf, à part les murs, et entouré d'un personnel de domestiques pondérés, si bien que toute crainte eût été absurde, et quel que fût le lieu, Ce que je me rappelais par la suite, c'est seulement que mon vieux chat noir, dont je connaissais si bien les humeurs, manifestait une inquiétude et une nervosité tout à fait en contradiction avec son tempérament. Il rôdait de pièce en pièce, agité et troublé, flairant constamment les murs qui faisaient partie de l'ancienne construction gothique. Je sais combien cela paraît banal, tel le chien, inséparable des histoires de revenants, qui grogne toujours avant que son maître voie l'apparition dans son suaire, mais je ne peux objectivement le supprimer. Pause boisson. Le lendemain, un domestique se plaignit de l'excitation des chats dans toute la maison. Il vint me trouver dans mon bureau, une haute pièce exposée à l'ouest, au second étage, avec une voûte à nervures, des boiseries de chêne noir et une triple fenêtre gothique donnant sur la falaise calcaire et la vallée désolée. Alors, alors, même qu'il me parlait, je vis la silhouette de jet de négrillon qui rampait le long du mur ouest, grattant les panneaux neufs appliqués sur la pierre ancienne. Je dis à l'homme qu'il devait se dégager de la vieille maçonnerie une odeur ou une émanation bizarre, imperceptible au sens humain, mais affectant les organes délicats des chats. Même à travers les nouveaux lambris, j'en étais sincèrement persuadé, et, quand le serviteur suggéra la présence de souris ou de rats, je fis remarquer qu'il n'y avait pas eu là de rats depuis 300 ans, et que même les mulots de la campagne environnante ne risquaient guère de se retrouver dansés au mur. Ou on ne les avait jamais vus s'aventurer. L'après-midi, j'allai voir le capitaine Norris, et il m'assura qu'une invasion de mulots au prieuré, aussi soudaine et sans précédent, était tout à fait invraisemblable. Cette nuit-là, comme d'habitude, me passant de valet,
je me retirai dans la chambre de la tour ouest que je m'étais réservée. On y accédait depuis le bureau, par un escalier de pierre et une courte galerie. L'un en partie ancien, l'autre complètement restauré. La pièce était ronde, très haute et sans boiserie. Tendue de tapisseries que j'avais choisies moi-même à Londres. M'assurant que Négrillon était avec moi, je fermai la lourde porte gothique et me couchai à la lumière des lampes électriques qui imitaient si habilement les chandelles. Enfin, j'éteignis et m'affalai sur le lit sculpté au baldaquin supporté par 4 colonnes. Le vénérable chat à sa place habituelle à mes pieds. Je ne tirai pas les rideaux et regardai par l'étroite fenêtre nord en face de moi. Il y avait dans le ciel une vague clarté d'aurore, et les délicats ajours de la fenêtre s'y découpaient agréablement. À un moment donné, je dus m'endormir doucement, car je me rappelle la nette impression que j'eus de sortir de rêves étranges quand le chat abandonna brutalement son attitude paisible. Au pâle feu de l'aurore, je le vis, la tête tendue en avant, les pattes antérieures sur mes chevilles et les 2 autres étirées derrière lui. Il regardait intensément un point du mur, peu à peu à l'est de la fenêtre. Un point où mon œil ne discernait rien, mais sur lequel je concentrai alors toute mon attention. L'observant ainsi, je m'aperçus que Négrillon ne s'agitait pas sans raison. La tapisserie bougeait réellement. Je pense que oui, très légèrement. Mais ce que je peux jurer, c'est que j'entendis par derrière un bruit sourd et distinct, comme une galopade de rat ou de souris. Et en un instant, le chat bondit d'un seul élan sur la tapisserie qui faisait écran. Et elle s'affaissa sous son poids, mettant à nu un vieux mur de pierre humide, réparé ici et là par les restaurateurs sans la moindre trace de rongeur en maraude. Négrillon se mit à arpenter le parquet et à grand train. Négrillon se mit à arpenter le parquet à grand train devant cette partie du mur, enfonçant ses griffes dans la tapisserie tombée par terre, essayant parfois d'insérer une patte entre le mur et le plancher de chêne. Il ne trouva rien, et, au bout d'un moment, regagna d'un air las sa place à mes pieds. Je n'avais pas bougé, mais je ne me rendormis pas cette nuit-là. Au matin, j'interrogeai tous les domestiques. Aucun n'avait rien remarqué d'anormal, sinon que la cuisinière se rappelait le comportement d'un chat demeuré sur le rebord de sa fenêtre. Ce chat s'était mis à hurler à une heure indéterminée de la nuit, réveillant la cuisinière qui n'avait eu que le temps de le voir filer comme un trait par la porte ouverte, jusqu'au bas de l'escalier. Je m'assoupis à l'heure de midi et je retournai dans l'après-midi chez le capitaine Norris, qui porta un extrême intérêt à ce que je lui racontais. Ces incidents curieux, si insignifiants et pourtant si étranges, flattaient son goût du pittoresque et lui rappelaient certains souvenirs des traditions locales de fantômes. La présence des rats nous rendait franchement perplexes et Norris me prêta quelques pièges du Paris Green que je fis en rentrant placés par les domestiques aux endroits stratégiques. Accablé de sommeil, je me couchai de bonne heure, mais je fus tourmenté des plus horribles rêves. Il me semblait voir depuis une immense hauteur une grotte crépusculaire, pleine d'ordures à hauteur de genoux, où un porcher démoniaque à la barbe blanche passait devant lui avec son bâton poussait devant lui avec son bâton un troupeau de bêtes fongoïdes, flasques, et dont l'aspect m'emplissait d'une terrible répulsion. Puis, comme il s'arrêtait et semblait s'endormir sur sa tâche,
Un formidable essaim de rats s'abattit sur l'abîme empesté et se mit à dévorer les bêtes de l'homme et l'homme avec. Je fus brusquement réveillé de cette vision terrifiante par les mouvements de Négrillon, qui avait dormi à mes pieds selon sa coutume. Cette fois, je n'eus pas à m'interroger sur la cause de ces grondements, de ces crachements, de la crainte qui lui faisait s'enfoncer ses griffes dans mes chevilles, inconscient de leur effet. Tout autour de la chambre, les murs grouillaient d'un bruit écœurant, glissement de vermine, de rats féroces et gigantesques. Aucune aurore maintenant pour éclairer la tapisserie. La partie tombée avait été remplacée, mais je n'étais pas effrayé au point de ne pouvoir allumer l'électricité. Au moment où les ampoules s'allumèrent, je vis une ondulation hideuse parcourir toute la tapisserie, entraînant ces motifs assez étranges dans une singulière danse macabre. Ce mouvement disparut presque aussitôt, et le son avec lui. Sautant du lit, je sondai la tapisserie avec le manche d'une bassinoire qui se trouvait là et en soulevai un panneau pour voir ce qu'il y avait dessous. Rien d'autre que des murs de pierre réparés. Même le chat avait perdu son sentiment aigu de présence anormale. Quand j'examinai le piège circulaire qu'on avait placé dans la chambre, je m'aperçus que toutes les entrées avaient fonctionné sans qu'il reste trace de ce qui avait été pris ou s'était échappé. Il n'était plus question de dormir. Aussi, j'allumai la chandelle, ouvris la porte et sortis dans la galerie pour gagner les marches qui menaient à mon bureau. Négrillon sur mes talons, mais nous n'avions pas atteint les degrés de pierre que le chat filait devant moi et disparaissait dans l'antique escalier. Descendant à mon tour sur les marches, je perçus soudain des bruits dans la grande salle au-dessous. Bruits sur la nature desquels je ne pouvais me méprendre. Les murs lambrissés de chêne grouillaient de rats en ronde galopante, tandis que Négrillon courait dans tous les sens avec une fureur d'un chasseur déçu. Arrivé en bas, j'allumai ce qui, cette fois, ne fit pas décroître le tapage. Les rats continuaient leur danse sarabande, par ruées si violentes et si nettes que je finis par reconnaître à leur mouvement une orientation précise. Ces bêtes, en foule apparemment inépuisable, s'étaient lancées dans une fantastique migration, depuis les hauteurs invraisemblables jusqu'à des profondeurs vraisemblablement ou invraisemblablement lointaines. J'entendis alors des pas dans le couloir, et au bout d'un moment, 2 domestiques ouvrirent la lourde porte. Ils cherchaient à travers la maison à la cause mystérieuse d'une agitation qui avait jeté tous les chats affolés et grondants dans divers escaliers pour aller s'accroupir en miaulant devant la porte close de la cave. Je leur demandai s'ils avaient entendu les rats, mais ils répondirent par la négative. Encore un peu d'eau. Voici. Alors, ils répondirent par la négative. Bien. Et j'allais attirer leur attention sur les bruits dans la boiserie, quand je m'aperçus qu'ils avaient cessé. Je descendis avec les 2 hommes jusqu'à la porte de la cave, mais les chats s'étaient déjà dispersés. Je résolus d'explorer plus tard la crypte au-dessous, mais pour l'instant, je fis simplement le tour des pièges. Tous avaient joué, et pourtant tous étaient vides. Convaincu que personne n'avait entendu les rats, sauf les félins et moi, je restai dans mon bureau jusqu'au matin,
plongé dans de profondes réflexions et me remémorant tous les fragments de légendes que j'avais exhumés concernant la maison que j'habitais. Je dormis un peu au cours de la matinée, installé dans le seul fauteuil confortable de la bibliothèque, que ma conception médiévale du mobilier n'avait pu bannir. En même temps, une bibliothèque, je peux comprendre. Plus tard, je téléphonai au capitaine Norris, qui vint aussitôt m'aider à explorer la crypte. Nous n'y trouvâmes absolument rien d'inquiétant, bien qu'il nous fût impossible de réprimer un frisson à l'idée que cette voûte avait été construite de la main des Romains. Les arches surbaissées et les piliers massifs étaient romains, non du roman tardif de Saxon maladroit, mais du classicisme austère et harmonieux de temps de César. En effet, les murs étaient couverts d'inscriptions familières aux archéologues qui avaient, à plusieurs reprises, examiné les lieux, par exemple, P. Gatae, Prop, Temp, Dona et L. Praec, Vs, Pontiflex, Attis. La référence à Attis me fit frémir, car j'avais lu Catulle, et j'avais une idée des rites odieux du dieu oriental, dont le culte était si souvent mêlé à celui de Cybèle. Nous tentâmes, Norris et moi, à la lueur des lanternes, d'interpréter les dessins bizarres, presque effacés, sur certains blocs de pierre, en forme de rectangles irréguliers, généralement considérés comme des autels. Mais nous n'en pûmes rien tirer. Nous nous rappelions aucun motif, sorte de soleil rayonnant, impliquait aux yeux des érudits une origine non romaine, ce qui donnait à penser que ces autels avaient simplement été empruntés par des prêtres romains à un temple plus ancien, peut-être aborigène, édifié sur le même site. Sur l'un de ces blocs, quelques taches brunes m'intriguaient. Le plus grand, au centre de la salle, portait sur sa face impérieuse des traces rappelant le feu, probablement des holocaustes. Voilà ce que nous vîmes dans cette crypte, devant la porte de laquelle les chats avaient miaulé, où nous nous décidâmes alors, Norris et moi, de passer la nuit. Les domestiques y descendirent des lits de fortune. Je leur recommandai de ne pas se soucier des activités nocturnes des chats, et Négrillon fut accueilli autant pour son aide que pour sa compagnie. Nous décidâmes de garder hermétiquement close la grande porte de chêne, une réplique moderne avec des fentes d'aération, puis des dispositions prises, avec des fentes d'aération. Puis ces dispositions prises, nous nous couchâmes, gardant les lanternes allumées pour attendre ce qui pourrait bien se passer. La salle souterraine s'enfonçait très profondément dans les profondeurs du prieuré, et certainement très bas dans le mur de la falaise calcaire en surplomb qui dominait la vallée désolée. À n'en pas douter, c'était là le but de la bousculade inexpliquée des rats, mais je n'aurais su dire pourquoi. Tandis que nous nous reposions ainsi dans l'attente, ma veille fut par instants mêlée à des rêves confus, dont me tiraient les mouvements inquiets du chat couché à mes pieds. Ces rêves n'étaient pas bénéfiques, mais ressemblaient affreusement à celui de la nuit précédente. Je revis la grotte crépusculaire, et le porcher avec ses innombrables bêtes fongeoïdes vautrées dans l'ordure, et plus je les regardais, plus elles me semblaient proches et distinctes. Au point que je pouvais presque discerner leurs traits. Alors je vis nettement les traits flasques de l'une d'elles. Et je m'éveillai avec un tel cri que Négrillon sursauta, tandis que le capitaine Norris, qui n'avait pas dormi, riait à perdre haleine. Il aurait ri bien davantage, ou peut-être moins, s'il avait su ce qui m'avait fait crier. Mais moi-même,
je ne m'en souvins que plus tard. Le comble de l'horreur paralyse souvent la mémoire miséricordieusement. Norris m'éveilla lorsque le phénomène se reproduisit. Il me tira du même rêve effroyable en me secouant doucement et en me pressant d'écouter les chats. Il y avait en effet de quoi, car, au-delà de la porte close, en haut des degrés de pierre, c'était un vrai cauchemar de hurlements félins et de crissements de griffes, tandis que Négrillon, insoucieux de ses congénères du dehors, courait comme un fou le long des murs nus dans lesquels j'entendais les mêmes déchaînements de rats fugitifs qui m'avaient dérangé l'autre nuit. Une terreur intense monta alors en moi, car il y avait là des anomalies qu'aucun fait normal ne pouvait vraiment expliquer. Ces rats, s'ils n'étaient pas le fruit d'un délire que je partageais seul avec les chats, devaient se creuser un chemin et se glisser dans les murs romains, que j'avais cru faits de blocs de calcaire massif. À moins peut-être que l'action de l'eau pendant plus de 6-7 siècles y ait percé des galeries tortueuses, et que le corps des rongeurs avait à la longue dégagé et élargi. Mais même ainsi, l'horreur spectrale n'en demeurait pas moins. Car si ces vermines étaient vivantes, pourquoi Norris n'entendait-il pas leur répugnant tapage? Pourquoi me pressait-il d'observer Négrillon et d'écouter les chats au dehors? Et pourquoi ces suppositions extravagantes de vagues sur ce qui pouvait et pourquoi ces suppositions extravagantes et vagues sur ce qui pouvait les avoir excités? Quand je réussis à lui raconter, le plus rationnellement possible, ce que je croyais entendre, mon oreille enregistra la dernière impression atténuée de la galopade, laquelle se retirait toujours plus bas, bien au-dessus de cette salle souterraine, la plus profonde de toutes, jusqu'à ce qu'il sembla que toute la falaise fût criblée de rats, en chasse. Au lieu de se montrer sceptique comme je m'y attendais, Norris parut profondément troublé, et il me signala d'un geste que les chats de la porte avaient cessé leur vacarme, comme s'ils renonçaient aux rats, tandis que Négrillon, dans un nouvel accès d'agitation, griffait avec fureur la base du grand autel de pierre au centre de la pièce, plus près du lit de Norris que du mien. Ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble. Eh bien. Ma terreur de l'inconnu fut à son comble. Il se passait une chose stupéfiante, et je vis que le capitaine, plus jeune, plus fort et sans doute plus naturellement matérialiste que moi, était tout aussi bouleversé, peut-être à cause de son intime familiarité depuis toujours avec les légendes locales. Nous ne pûmes, sur le moment, que regarder le vieux chat noir gratter la base de l'autel avec de moins en moins d'ardeur, non sans m'adresser parfois un regard et un miaulement persuasif, comme s'il le faisait d'ordinaire pour me demander une faveur. Norris posa alors une lanterne près de l'autel pour examiner l'endroit où Négrillon mettait la patte. S'agenouillant en silence, il arracha des lichens séculaires qui reliaient le bloc massif pré-romain et le sol mosaïque. Il ne trouva rien et allait abandonner ses efforts lorsque je remarquai un détail banal qui me fit frissonner. Bien qu'il n'impliquait rien de plus que ce que j'avais déjà imaginé, je le lui dis et nous observâmes ensemble le phénomène presque imperceptible, fascinés par la signification de cette découverte soudaine. Rien que ceci, la flamme de la lanterne posée près de l'autel vacillait. Légèrement, mais sans aucun doute, sous l'effet d'un courant d'air qui ne l'atteignait pas auparavant, et dont l'origine était incontestablement la fissure entre le sol et l'autel que Norris avait dégagé en ôtant des lichens. Nous passâmes le reste de la nuit dans le bureau brillamment éclairé, à discuter fébrilement de ce qu'il fallait faire.
La découverte d'une crypte plus profonde que la construction romaine, la plus basse connue sous cette maudite demeure, quelques caveaux échappés à la curiosité des archéologues pendant 3 siècles, auraient suffi à nous passionner sans aucun arrière-plan sinistre. En l'occurrence, notre intérêt devenait trouble, et nous hésitions, nous demandant s'il fallait abandonner notre recherche et assister et laisser le prieuré pour toujours, par prudence superstitieuse, ou satisfaire notre goût de l'aventure et braver les horreurs qui pouvaient nous attendre dans des profondeurs inconnues. Au matin, nous avions transigé, en décidant d'aller à Londres réunir un groupe d'archéologues et de scientifiques capables d'éclaircir le mystère. Il faut ajouter que, avant de quitter la crypte, nous avions vainement tenté de déplacer l'autel central, et que nous regardions désormais comme la porte d'un nouvel abîme d'indicible terreur. Quel secret ouvrira cette porte? Il appartenait à des hommes plus sages que nous de le découvrir. Pendant plusieurs jours, à Londres, nous exposâmes, le capitaine Norris et moi, les faits, nos conjectures et les anecdotes légendaires à 5 éminents spécialistes, à qui nous pouvions faire confiance pour respecter toute révélation sur ma famille que les futures explorations pourraient entraîner. Nous les trouvâmes pour la plupart peu enclins à l'ironie, mais au contraire vivement intéressés et sincèrement bienveillants. Il est inutile de les nommer tous, mais je citerai parmi eux Sir William Brinton, dont les fouilles dans l'antique Troade firent en leur temps grand bruit dans le monde. Lorsque nous prîmes le train pour Lancaster, je me sentis tout au bord de révélations effroyables. Impression qu'on peut rapprocher de la mine endeuillée de beaucoup d'Américains apprenant la mort soudaine du président à l'autre bout du monde. Le soir du 7 août, nous arrivâmes au prieuré d'Exham où les domestiques m'assurèrent qu'il ne s'était rien passé d'anormal. Les chats, même le vieux négrillon, avaient été tout à fait calmes, et aucun piège n'avait bougé dans la maison. En attendant les recherches qui devaient commencer le lendemain, je fis donner à tous mes invités des chambres bien aménagées. Je me retirai moi-même dans ma propre tour, Négrillon couchant à mes pieds. Le sommeil vint vite, mais des rêves hideux m'assaillirent. Une vision de banquet romain, comme celui de Trimaclion, avec une chose monstrueuse servie sur un plat couvert. Puis ce fut l'odieux cauchemar, toujours le même, du porcher et de son immonde troupeau dans la grotte crépusculaire. Pourtant, quand je me réveillais, il faisait plein jour et j'entendais en bas les bruits familiers de la maison. Les rats vivants ou fantômes ne m'avaient pas dérangé et Négrillon dormait paisiblement. Je constatais en descendant la même tranquillité partout. Un spécialiste du groupe, nommé Tom Tom, féru de parapsychologie, attribua assez absurdement cette circonstance au fait que j'avais enfin vu ce que certaines forces avaient voulu me montrer. Tout était prêt maintenant, et à 11 heures du matin, nous descendîmes tous les 7, munis de puissantes torches électriques et de matériel de fouille dans la crypte dont nous verrouillâmes la porte derrière nous. Négrillon nous accompagnit, car les chercheurs ne voyaient aucune raison de dédaigner sa sensibilité et tenaient très vivement à sa présence en cas de manifestation inexplicable de rongeurs. Nous consacrâmes peu de temps aux inscriptions romaines et aux symboles mystérieux des autels, car 3 érudits les avaient déjà vus et tous connaissaient leurs caractéristiques. L'attention se porta essentiellement sur le monumental autel central. Et, en moins d'une heure, Sir Brinton l'avait fait basculer en arrière, sous l'action d'un contrepoids d'un modèle inconnu. Ce fut alors la révélation d'une telle horreur qu'elle nous eût accablés
si nous n'avions pas été préparés. À travers une ouverture presque carrée dans le sol dallé, jonchant un escalier de pierre si prodigieusement usé qu'il n'était plus guère en son centre qu'un plan incliné, apparaissait un abominable monceau d'ossements humains ou à demi humains. Ceux qui gardaient leur organisation de squelettes avaient des attitudes de terreur panique, et tous portaient des marques de dents de rongeurs. Les crânes ne révélaient qu'extrême débilité, crétinisme ou nature primitive, quasi simiesque. Au-dessus de ces degrés sinistrement encombrés, un passage voûté s'enfonçait, apparemment creusé au ciseau dans la masse rocheuse, et laissant circuler un courant d'air. Ce n'était pas là l'exhalation soudaine et délétère d'un caveau fermé, mais une brise fraîche et assez pure. Notre pause fut de courte durée, et nous commençâmes, en tremblant, à déblayer le chemin au bas des marches. C'est alors que Sir William, examinant la paroi travaillée, fit la remarque singulière que le passage, d'après l'orientation des coups de ciseaux, avait été creusé d'en bas. Je dois maintenant être très prudent et peser mes mots. Je dois maintenant être très prudent et peser mes mots. Après avoir dégagé quelques marches au milieu des ossements rongés, nous vîmes de la lumière devant nous. Et non pas une phosphorescence mystérieuse, mais la clarté du jour qui ne pouvait venir que de fissures inconnues dans la falaise surplombant la vallée désolée. Qu'elle soit restée inaperçue du dehors, cela n'avait rien d'étonnant, car non seulement la vallée est totalement inhabitée, mais la falaise est si haute et si abrupte que seul un aéronaute pourrait l'étudier en détail. Quelques pas de plus et nous eûmes littéralement le souffle coupé parce que nous vîmes, si littéralement que Thornton, le chercheur en métaphysique, s'évanouit bel et bien dans les bras de l'homme stupéfait qui se trouvait derrière lui. Norris, son visage joufflu absolument pâle et défait, ne poussa qu'un cri inarticulé. Quant à moi, j'émis, je crois, une sorte de soupir ou de sifflement en posant une main sur mes yeux. Derrière moi, le seul qui fut mon aîné dans le groupe grommela un banal « Mon Dieu » de la voix la plus frêlée que j'ai jamais entendue. Sur 7 hommes cultivés, seul Sir William Brington garda son sang-froid. Ce n'était que plus méritoire, car, marchant en tête, il devait avoir tout vu le premier. Une grotte crépusculaire, d'une hauteur prodigieuse, s'étendait à perte de vue. Un monde souterrain de mystères sans limite suggérant les pires horreurs. Il y avait là des constructions et autres vestiges architecturaux. D'un seul coup d'œil terrifié, j'aperçus un étrange ensemble de tumulus, un cercle barbare de monolithes, une ruine romaine à voûte basse, un lourd bâtiment saxon et un édifice primitif anglais en bois. Mais tout cela, éclipsé par le macabre spectacle qu'offrait la surface du sol. Sur une grande étendue, s'étalait autour de l'escalier un enchevêtrement monstrueux d'ossements humains ou, du moins aussi humains que ceux des degrés de pierre, telle une mer écumeuse, les uns dispersés, mais d'autres entièrement ou partiellement articulés en squelettes. Ces derniers, toujours dans des attitudes de frénésie démoniaque, suggérant qu'ils ne se débattaient que contre quelques menaces, ou qu'ils étreignaient d'autres formes avec des intentions cannibales. Lorsque le docteur Trask, l'anthropologue, se pencha pour différencier les crânes, il découvrit un mélange dégénéré
qui le déconcerta totalement. Ils étaient pour la plupart inférieurs à l'homme de Piltdown dans l'échelle de l'évolution, mais toujours nettement humains. Beaucoup appartenaient à un niveau plus élevé, et très peu avaient été d'un type exceptionnellement sensible et évolué. Tous ces os étaient rongés, et le plus souvent par des rats, mais aussi quelque peu par les autres membres du troupeau semi-humain. Il s'y mêlait quantité de minuscules os de rats, soldats tombés de l'armée meurtrière qui avait clos l'épopée séculaire. Je m'étonne qu'un seul d'entre nous ait survécu et gardé raison après cette journée hideuse de découverte. Ni Hoffman, ni Huysman n'auraient pu concevoir une scène plus incroyablement extravagante, plus furieusement répugnante et d'un grotesque plus gothiquement barbare que cette grotte crépusculaire où nous titubions tous les 7, chacun trébuchant de révélation en révélation et tâchant pour l'instant présent de ne pas songer à ce qui s'était passé là 300 ou 1000 ou 2000 ans plus tôt. C'était l'antichambre de l'enfer, et le malheureux Thornton s'évanouit pour la seconde fois quand Trask lui dit que certains des squelettes avaient dû être des quadrupèdes pendant au moins les 20 dernières générations. L'horreur vint s'ajouter à l'horreur quand nous entreprîmes d'interpréter les vestiges architecturaux. Les créatures quadrupèdes ainsi que le rescue occasionnel de la catégorie bipède avaient été parquées dans des enclos de pierre d'où elles avaient dû s'échapper durant leur dernier délire de faim ou de terreur de rats. Il y en avait eu de grands troupeaux, engraissés manifestement par des légumes grossiers dont les restes formaient une sorte d'ensilage toxique, au fond d'énormes cuves de pierre plus anciennes que Rome. Je comprenais maintenant pourquoi mes ancêtres avaient fait cultiver de si vastes jardins. Plus au ciel que je l'oublie jamais. Quant à la raison d'être des troupeaux, je n'eus pas besoin de la demander. Sir William, debout dans la ruine romaine, traduisit à haute voix, à la lueur de la lampe, le rituel le plus atroce que j'ai jamais connu, et nous apprit quel était le régime du culte antédiluvien que les prêtres de Cybèle avaient découvert et fondu avec le leur. Noriste, habitué pourtant aux tranchées, ne marchait plus droit quand il sortit de l'édifice primitif anglais. C'était une boucherie et une cuisine, ce à quoi il s'attendait, mais il ne supportait pas de voir en cet endroit des instruments anglais familiers, et d'y lire des graffitis dont certains dataient de 1610. Je ne pus me résoudre à pénétrer dans cet édifice dont les activités démoniaques n'avaient pris fin que sous la dague de mon ancêtre Walter de la Port. Je me hasardai, en revanche, à la construction saxonne basse, dont la porte de chêne était tombée, et j'y trouvai une effroyable rangée de 10 cellules de pierre munies de barreaux rouillés. 3 étaient occupées de squelettes de haut rang, dont l'un portait à son index décharné une chevalière de mes propres armes. Sir William découvrit sous la chapelle romaine une crypte contenant des cellules beaucoup plus anciennes. Mais elles étaient vides. Tous, dessous encore, dans un caveau bas, des cases contenant des ossements rangés en bon ordre, certainement gravés de terribles inscriptions parallèles en latin, en grec et en langue de Phrygie. Cependant, le docteur Trask avait trouvé l'un des tumulus préhistoriques et avait mis à jour des crânes à peine plus humains que celui d'un gorille et qui portaient d'indescriptibles idéogrammes. Mon chat allait et venait, impassible, au milieu de toutes ces horreurs. Je le vis une fois perché monstrueusement au faîte d'une montagne d'ossements, et je me demandais quel secret pouvait bien se cacher derrière ses yeux jaunes. Ayant saisi
un tant soit peu les épouvantables révélations de ce domaine crépusculaire, dont mon rêve récurrent m'avait apporté le hideux présage, nous nous dirigeâmes vers les profondeurs apparemment sans limite de cette caverne ténébreuse où aucun rayon de lumière venant de la falaise ne pouvait pénétrer. Nous ne saurons jamais quels invisibles mondes infernaux s'ouvrent béants au-delà du court chemin que nous fîmes, car il fut estimé que de tels mystères ne valent rien au genre humain. Mais nous avions à portée de main largement de quoi nous retenir, car à peine avions-nous fait quelques pas que les projecteurs nous montraient une infinité maudite de fosses où des rats avaient festoyé, et dont, quand elles avaient soudain cessé d'être approvisionnées, la féroce armée rongeuse s'était détournée pour se jeter d'abord sur les troupeaux vivants de bêtes affamées, puis surgir du prieuré dans cette historique orgie de dévastation que les paysans n'oublieront jamais. Dieu, ces ténébreuses fosses de charognes, pleines d'os sciés et rongés et de crânes ouverts, ces abîmes de cauchemars bourrés de squelettes pithécanthropoïdes, celtes, romains, anglais, depuis d'innombrables siècles impies. Certains étaient combles, et nul n'aurait su dire leur profondeur. D'autres, à la lumière des torches, paraissaient sans fond et hantés de chimères indicibles. Qu'étaient devenus, me disais-je, les rats infortunés qui avaient trébuché dans de tels pièges au cours de leurs obscures expéditions en ce sinistre Tartare? Une fois, mon pied vint à glisser au bord d'un de ces puits horriblement béants, et j'eus un instant de terreur extatique. Je dus m'absorber dans une assez longue rêverie, car je ne vis plus de tout le groupe que le dos du capitaine Norris. Alors, les lointains infinis d'un noir d'encre vint un bruit que je crus reconnaître, et je fis mon vieux chat noir filer devant moi, tel un dieu ailé d'Égypte, droit dans le gouffre illimité de l'inconnu. Mais je le suivis de près, car, une seconde plus tard, il n'y avait aucun doute. C'était la galopade fantastique de ces rats diaboliques, toujours en quête de nouvelles horreurs, et résolus à conduire jusqu'aux bouches grimaçantes des cavernes du centre de la terre, où Nyarlathotep, le dieu fou sans visage, hurle aveuglément dans les ténèbres, au son aigu de 2 joueurs de flûte, amorphes et idiots. Ma lampe s'éteignit car je courais toujours. J'entendais des voix, de longs cris et des échos, mais par-dessus tout montait doucement l'impie, l'insidieuse galopade, montant en douceur comme un cadavre raidi et boursouflé remonte à la surface d'un fleuve huileux qui coule sous d'indescriptibles ponts d'onyx vers une mer noire et putride. Quelque chose me heurta, une chose molle et rebondie. Ce devait être les rats. L'armée visqueuse, gélatineuse, vorace, qui se régale des morts et des vivants. Pourquoi les rats ne dévoraient-ils pas un de l'apport, comme un de l'apport dévore des nourritures interdites? La guerre a dévoré mon fils, qu'ils soient tous maudits. Et les Yankees ont dévoré Carfax par les flammes, brûlé l'aïeul de l'apport et le secret. Non, non, vous dis-je, ce n'est pas moi. Ce berger démoniaque dans la grotte crépusculaire, ce n'était pas la figure bouffe d'Édouard Norris que je vis sur l'être flasque et fongeoïde. Qui prétend que je suis un Delaport? Il vivait, mais mon enfant est mort. Est-ce qu'un Norris aura les terres d'un Delaport? C'est du vaudou, je vous le dis. Ce serpent tacheté. Allez au diable, Thornton. Je vous apprendrai à vous évanouir devant ce qu'a fait ma famille. Par la morbleu faquin. Je vais t'en faire goûter. M'oserais-tu ainsi férir? Magna mater, Atis, Diad, Agiad,
Adaon, Agus, Bas, Dunak, Hort, Donas, Dolas, Hort, Agus, Laotsa, Ungul, Ungl, Arle, et ça devient indescriptible, imprononçable. C'est là ce que j'ai dit, paraît-il. Quand on me retrouva au bout de 3 heures dans le noir, on me trouva accroupi dans les ténèbres sur le corps à demi dévoré du capitaine Norris, tandis que mon propre chat me sautait à la gorge pour la déchirer. À présent, on a fait exploser le prieuré d'Exam. On m'a enlevé Négrillon. Et je suis enfermé à Hanswell, dans cette petite pièce derrière des barreaux. D'effroyables rumeurs circulent au sujet de mon hérédité et de ce qui m'est arrivé. Thornton est dans la chambre voisine, mais on m'empêche de lui parler. On essaie aussi d'étouffer la plupart des faits concernant le prieuré. Quand je parle du pauvre Norris, on m'accuse d'une action hideuse, mais il faut qu'on sache que je ne l'ai pas commise. Qu'on le sache bien, ce sont les rats. Les rats rampants et trottinants dont les galopades ne me laisseront plus jamais dormir. Les rats démoniaques qui courent derrière le capitonnage de ces murs et veulent m'entraîner en bas vers les horreurs plus monstrueuses que je n'en ai encore connues. Les rats que les autres n'entendent jamais. Les rats dans les murs. Et c'est ainsi que se termine la nouvelle Les rats dans les murs de Lovecraft. Et je pense aussi que c'est ainsi que nous allons nous arrêter pour cette reprise des lectures du samedi. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que ma gorge un peu rouillée à la lecture orale, puisque ça fait un moment que je n'ai pas exercé, n'a pas été trop chaotique ou dérangeante. J'espère que la batterie du micro-cravate a tenu jusqu'au bout. Et j'essaierai de trouver une solution pour la prochaine fois. Après, en soi, si en regardant la rediff, je vois que c'était plutôt pas mal, peut-être qu'on restera sur le même setup pour la prochaine lecture. Ce qui m'évitera de me prendre la tête avec l'informatique. Enfin voilà, c'était la plume de Meister pour le retour des lectures du samedi. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon appétit parce qu'il est midi, et on se retrouve bientôt.